Salut, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur le grand rendez-vous. Un plaisir d'être avec vous. Ce soir, l'actualité au Bénin, ces derniers jours, fait écho des sorties et prises de parole d'anciennes figures. Un feuilleton politique qui met en vedette les patriarches, Maître Adrien Humbedji et Bruno Amoussou, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné-Soglo, Boni Yayi et bien de personnalités qui se drapent dans des rôles qui appellent une série de questions. Alors, font-ils progressivement leur retour sur la scène politique et médiatique nationale après ce long moment de silence? Pourquoi et dans quelle dynamique s'inscrit chacun de ces hommes d'État? Cherchent-ils à établir un autre lien direct avec les Béninois pour compter dans le jeu politique qui se joue actuellement en cette veille d'élection générale? Quel plan? Quelle stratégie? Quels moyens et quel côté de la scène vont-ils occuper? L'éditorialiste nous dira plus tard, et en parlant justement de bris de silence des patriarches, et puis nous explorerons les contours de ces apparitions publiques qui alimentent les débats. Merci d'être avec nous. On s'installe dans un instant et ce sera avec nos chroniqueurs et analystes sur le plateau du Grand Rendez-vous pour leur point de vue. Mais avant, vous suivrez la météo politique de la semaine. C'est désormais une nouvelle rubrique sur le Grand Rendez-vous et cela sera animé par Mardoché Gounou qui désormais un regard sur l'actualité des partis politiques. Il nous dira les grands faits de ces derniers jours après une revue des informations politiques existantes. Et comme vous le savez, les dates se rapprochent. Les partis candidats affûtent leurs âmes pour entrer dans la course au suffrage. En toute franchise, nous irons au cœur du mouvement populaire de libération, parti d'opposition et membre du cadre de concertation de l'opposition. Son président, Expérience Tébé, est l'invité du Grand Rendez-vous. Il sera avec nous pour une demi-heure et nous ferons avec lui le grand tour de l'actualité. Des questions sur la thématique, oui. Nous ferons également un tour puisque il fait son retour sur la scène politique. Après un long silence, je veux parler donc de chacun de ces acteurs politiques. Est-ce un exercice périlleux pour eux? À suivre l'éclairage du consultant dans l'œil de l'expert Martial Tiburce Zanou, professeur de droit des universités. Il est juriste, expert et consultant. C'est le Grand Rendez-vous. Merci de vous installer. C'est d'abord la météo politique, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité des formations politiques au Bénin et leur dynamique à l'approche des élections générales de 2026. Avec moi pour une revue de cette actualité, Alberto Mardoché Gounou. Bonsoir. Bonsoir Christian Adandédian, amis téléspectateurs, bonsoir. Eh bien, pour ce premier numéro, vous nous proposez une immersion dans l'univers politique béninois. Rappelez-nous le rôle des partis politiques dans un système démocratique comme le nôtre. Exactement, Christian. Il faut dire que les partis politiques sont des acteurs clés du jeu démocratique d'une nation, d'un pays. Leur rôle s'articule autour de 7 missions principales. La première mission, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir. La deuxième mission, Christian Adandédian, les partis politiques représentent des intérêts et des idées. À cet effet, ils donnent aux citoyens une plateforme pour exprimer leurs préoccupations et défendre leurs convictions. La troisième mission principale d'une formation politique, c'est d'animer la vie démocratique d'une nation. La quatrième mission, Christian Adandédian, les formations politiques élaborent et appliquent des politiques public. Et puis enfin, la cinquième mission pour des partis politiques, c'est de former les futurs dirigeants d'une nation. En résumé, ce qu'il faut retenir, Christian Adandédian, amis téléspectateurs, les partis politiques structurent la vie démocratique et permettent aux citoyens de s'engager activement dans la gestion des affaires publiques. Parlons maintenant du paysage politique béninois. Combien de partis sont officiellement enregistrés à cette date? Selon un rapport de la Commission électorale nationale autonome Sénat de septembre 2024, le Bénin compte aujourd'hui 13 partis politiques officiellement enregistrés, dont 8 remplissent les critères légaux pour disposer de sièges nationaux fonctionnels. Il s'agit d'abord du bloc républicain qui est dirigé par Abdoulaye Bio-Tchane, des Foscori pour un Bénin émergent FCBE dirigé par Paul Roupé, les Foscori pour le développement du Bénin FCDB que préside Soubanou
Toliba. Les démocrates conduits par l'ancien président Dr Thomas Bourigaï. On rappelle qu'il a fait 2 mandats présidentiels consécutifs de 2006 à 2011 et de 2011 à 2016. Et puis, il y a aussi le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, que préside Jacques Ayadi, actuel ministre conseiller aux infrastructures. Voilà, il y a aussi le mouvement populaire de libération MPL de Gabriel Adjavron, l'Union progressiste, le renouveau UPR que préside l'avocat Joseph Fifame Djobbenou, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN devenu par la suite la Renaissance nationale présidée par Madame Claudine Afiavi Prudencio, nommé ministre conseiller à la santé. Il faut dire aussi que les 16 autres partis, à savoir Grande Solidarité Républicaine, Nouvelle Force Nationale, Parti La Flamme Renouvelée, restaurer la confiance qui n'existe plus, mais qui a préféré se fondre avec l'UPR et restaurer l'espoir, ne remplissent pas encore toutes les conditions légales, notamment en matière du siège administratif fonctionnel. Notons que le bâtisseur, parti créé en octobre 2023, est en attente d'officialisation, tout comme le parti Les Patriotes Rassemblement des Kérékouistes. Voilà, on rappelle que c'est suivant le rapport de la Commission électorale nationale en date de septembre 2024 qui nous rappelle tout cela. Et dans le lot, certains sont représentés à l'Assemblée nationale parce qu'ils auront des élus, des députés. Exactement, Christian Radjian. La révision constitutionnelle de 2009 a décidé que le Bénin est désormais 109 députés à l'Assemblée nationale et réserve d'office 24 sièges aux femmes. Une discrimination positive saluée par tous et actuellement 3 partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'Union progressiste, le renouveau avec 53 députés, Bloc républicain avec 28 députés, les démocrates 28 députés également. Il faut rappeler à nos amis téléspectateurs, ce qui est très important, que le mandat que l'on qualifie de mandat législatif de transition prend fin en février 2026 à l'issue des élections législatives de janvier 2026. Nous allons y revenir certainement dans notre rubrique. Voilà, avant de vous laisser partir, vous allez nous dire très rapidement quels sont les faits qui ont marqué l'actualité politique au Bénin ces dernières semaines. Plusieurs événements ont marqué la scène politique béninoise ces derniers jours. D'abord, une délégation de l'UPR s'est rendue chez l'ex-président du parti Bruno Amoussou pour présenter les vœux du nouvel an au président dignitaire figure de proue, pour citer Antoine Idjikola Olé, Abraham Zizinoué, Pascal Irénée Koupaki. Dans ses propos, l'ex-président de l'UP, Bruno Amoussou, a salué cette démarche et a appelé à la vigilance à l'approche des élections de 2026. Que faut-il y comprendre? La suite va nous édifier certainement. Ensuite, il faut dire que dans la foulée, nous avons eu la rencontre entre l'UPR et Maître Adi Ombedi. Oui, c'était le 3 février 2025. Maître Joseph Djobbenou, président de l'UPR, et Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, membre de l'organe dirigeant de l'UPR, ont conduit une délégation du parti au domicile de Maître Adrien Ombedi, ancien président de l'Assemblée nationale. La rencontre a permis d'échanger sur la situation politique nationale. On rappelle que dans sa récente prise de parole, Maître Adrien Ombedi a plaidé pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Aussi, des partis politiques de l'opposition se sont réunis en assemblée générale. Le cadre de concertation des forces de l'opposition s'est réuni pour analyser la situation politique qui prévaut en ce moment à la veille des élections générales. Le cadre dénonce ce qu'il appelle montée des restrictions des libertés fondamentales et accentuation des dérives autoritaires du régime en place. Et pour finir, Christian Radjian, parlons du bloc républicain. Le 25 janvier 2025, le BR a tenu une réunion stratégique au Palais des Congrès de Cotonou pour évaluer 1. Le bilan de 2024, 2. Le plan d'action 2025-2026, 3. La situation politique nationale. Son président Abdoulaye Biotchane a réaffirmé le soutien du parti au gouvernement et les actions à mener pour préparer les élections de 2026. On comprend aisément que les formations politiques ont désormais le regard bien tourné vers les élections générales de 2026. Merci beaucoup Alberto Mardoché Gounou. Je rappelle que c'était la météo politique. Merci pour ces éclairages bien précieux. La météo politique, c'est dans une semaine pour une nouvelle immersion au cœur de l'actualité.
l'actualité politique. Merci à vous. Merci beaucoup, Christian. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Dans un instant, les points de vue avec nos chroniqueurs sur un aspect que vous venez d'évoquer dans le point que vous nous avez présenté. Retour sur la scène politique des patriarches. Le chroniqueur, l'éditorialiste nous parlera dans un instant du bruit de silence des patriarches. Ce sont les points de vue à partir de cet instant avec nos chroniqueurs et débatteurs déjà installés. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Pour l'honneur que vous merci beaucoup, merci également à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Journaliste, chroniqueur politique, merci d'être sur ce plateau en compagnie de Henri Sauvi, Yambouadé, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, journaliste chroniqueur à Radio Tado FM à Bomé Calavi, merci beaucoup. Docteur Bogar Koupaki, toujours habitué, un grand habitué de ce plateau. Historien, chercheur et analyste, merci d'être avec nous. Christian Dalédian, merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Omar Salouf, bonsoir, éditorialiste, analyste. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, bienvenue. D'abord, avant d'entrer dans nos discussions ce soir, vous nous dites que le silence et les mots des sages doivent être pris au sérieux. Oui, Christian, dans la société africaine, le silence et le mot des sages sont des expressions parfois énigmatiques, parfois d'une clarté d'eau de roche. Le champ politique, malgré ses subtilités, ne saurait nous priver de cette réalité. La politique béninoise a ses patriarches, ceux-là qui ont traversé le temps et qui, mieux que la nouvelle génération, ont vu, vécu et compris beaucoup de choses dans les 20 premières années de la vie démocratique de notre pays. Ils ont été dans le secret des dieux, ils savent ce qui a été fait à un moment précis de notre histoire politique pour nous assurer le bien ou nous épargner le pire. À un moment de notre histoire, Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo, Adrien Rongbedi et Bruno Amonsou étaient le quatuor de tête de la reine politique béninoise. À eux quatre, ils détenaient la grande majorité de l'électorat béninois. Et voilà, ils sont de retour pratiquement, certains pratiquement. Pourquoi alors leur sortie suscite autant de commentaires dans l'opinion? Christian, qu'une prise de parole de Rongbedi, Amonsou, Yahi ou tout autre patriarche politique fasse débat, c'est chose normale vu la place politique qu'ils occupent au Bénin. Ce que je trouve personnellement gênant, c'est qu'on focalise le débat sur leur personne plutôt que de rester attentif à leurs déclarations pour y trouver les mots édifiants et utiles pour le bien commun. Les points soulevés par ces personnalités politiques engagent la cohésion nationale, interpellent l'ensemble des Béninois de toutes catégories confondues et surtout lance le débat sur comment nous comptons aborder sereinement le virage crucial des élections générales de 2026. Le président Patrice Talon est sans doute préoccupé par cela. Et plus loin, vous nous dites que le président Patrice Talon est chanceux d'avoir ses aînés autour de lui. Oui, contrairement à celles et ceux qui s'offusquent à tort des propos tenus par les anciens barons politiques, le président Patrice Talon doit être très fier et très chanceux d'avoir autour de lui Nicéphore Dieudonné Soglo, Bruno Amonsou, Adrien Rongbedi et Boni Yahi. Ce sont des sources de conseils et j'ose croire qu'il n'hésite pas à les consulter sur des sujets particuliers. Si Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi avaient pris leur bâton de sage pour participer à la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger, pourquoi va-t-on s'indigner si Bruno Amonsou et Adrien Rongbedi opinent sur l'actualité politique nationale, expriment leurs ressentis et leurs attentes pour un Bénin uni? Autour des sujets sérieux, les hommes sérieux se retrouvent et réfléchissent. Que cessent alors les agitations des réseaux sociaux et des gens distraits. Merci beaucoup. C'était donc l'édito.
Ainsi s'ouvrent nos discussions en plateau. Oui, toute première réaction, cher monsieur, êtes-vous surpris de revoir au devant de la scène Bruno Amoussou, qu'on n'a plus jamais entendu, Adrien Mbidji, qu'on a entendu il y a véritablement un bon moment, Henri Yambodé? Mais non, je salue donc le chroniqueur et l'éditorialiste. Mais il faut faire remarquer que nous avons deux catégories de personnalités ici. Nous avons dans une catégorie les anciens présidents, ceux qui ont occupé donc au plus haut niveau des responsabilités. Et nous avons dans une autre catégorie les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Oui. Je vais parler donc de Bruno Amoussou et de Adrien Mbidji. Ici, oui, quand vous prenez donc Boniayi et Lucifer Sogolo, vous avez leur comportement envers Patrice Talon est différent. Différent parce qu'ils ont occupé donc cette fonction et donc ils connaissent un peu la méandre, les subtilités donc de cette fonction présidentielle. Quand je prends Adrien Mbidji et Bruno Amoussou, qui ont aussi occupé donc de votre fonction, mais seulement qui se sont arrêtés donc au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont aussi un regard sur comment le pays est gouverné. Ici, on s'accroche donc au propos donc de Adrien Mbidji. Moi, je l'ai dit quelque part que je ne vais pas le condamner. Je prends acte de ce qu'il a dit parce que tout simplement, il a fait une analyse de la situation politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et quand on observe un peu, et quand on écoute un peu Adrien Mbidji, quand il dit « ma plus forte conviction est de voir retourner donc au pays les exilés », est-ce qu'il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin? Est-ce qu'il n'y a pas des Béninois qui, qui sont en difficulté avec la justice, qui ont pris la fuite, la tangente? Oui, il en existe. Quand nous prenons la deuxième portion de sa phrase qui dit « ma plus forte conviction, c'est de voir sortir des prisons les hommes politiques ». Est-ce qu'il y en a au Bénin? Oui, il n'a pas expressément dit parler de Rikat Badougou ou de Joël Yvon, mais il en existe des cas. D'accord? Et donc, ces propos doivent être, comme l'a souhaité donc Oumar, oui, doivent être pris dans un angle objectif. On doit objectivement donc analyser ces propos-là. Et je pense que dans une certaine mesure, eh bien, Adrien Mbidji a dit ce qu'il pense. Et le contexte aussi s'y prête. Parce que là, il faut rappeler que... Allez-y. Il faut dire que, oui, c'était lors de la présentation de vœux. Et quand on parle de vœux, c'est que ça vient du cœur. Et donc, il a fait parler son cœur. Pour moi, c'est que c'était la terre, le débat ne devait plus avoir lieu. Et d'ailleurs, quand vous écoutez un peu même le porte-parole du gouvernement qui a dit... Oui, ça participe de l'expression, de la liberté d'expression. Même au sein de la mouvance présidentielle, il y a des gens qui critiquent le gouvernement. Et donc, pour moi, il y a que... Il y a matière à débat. Oui, Sergio Lokossou, on vous écoute pour votre toute première intervention. Je parlais de la surprise que ces acteurs politiques reviennent au devant de la scène. Est-ce que c'est surprenant? La surprise se situe au niveau du discours de Maître Adrien Mbidji quand il parlait du PRD. Là, c'était la surprise. Mais au-delà de ça, c'est le discours politique. Ça pose le problème du discours politique dans l'espace social. Et vous allez convenir avec moi qu'on a vu quand même des instances du jeu démocratique. Nous sommes dans un État démocratique. Il y a des instances qui, après le discours, nous ont montré qu'il y a une interaction constante entre ces instances-là. Je les cite. Il y a l'opinion publique, il y a les médias, il y a les acteurs politiques. Juste après le discours, et il a rappelé, on a vu cette batterie de réactions sur les réseaux sociaux des acteurs politiques. Les médias en ont fait leur chou gras. Et mieux, c'est le menu du débat de ce soir. Oui. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut... Quand on prend de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle, on n'a pas besoin d'être initié de la réflexion politique avant de comprendre qu'il a exprimé ses ressentis. Et il a rappelé, il a dit ma conviction. Quand quelqu'un dit ma conviction, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qui vient du tréfonds de lui-même. Il a dit, il souhaite avoir un certain nombre de choses. Moi, je pense que, comme il a dit, il ne faut pas rester au premier degré pour analyser ça. Il faut aller au second degré. Et aller au second degré pour l'analyser, c'est de voir le contexte dans lequel il a prononcé ce discours. Est-ce que dans le contexte actuel, où les opposants parlent de dialogue, où on a quand même, il y a quand même, quand on veut jeter des regards, il y a quand même de l'inconfort dans tout ce qui se passe aujourd'hui en matière politique au Bénin, où à quelques mois, ou pour ne pas dire à moins d'un an, disons, de l'élection présidentielle, on ne sait pas qui est candidat, aussi bien au niveau de la mouvance présidentielle que de l'opposition, alors que le Bénin n'avait jamais vécu ça. Je ne mets pas en doute
le système partisan. Mais on a constaté qu'avec cette réaction de Humbedi, qu'il y a quand même, il nous montre qu'il y a quand même des choses à revoir au niveau du système partisan. Parce qu'il parle du PRD, alors que le PRD... que nous allons aborder en profondeur, c'est prévu. Oui, votre réaction? La tradition béninoise m'a laissé un adage populaire que j'ai l'habitude de remémorer. Je cite, « Il est difficile de changer la manière de s'asseoir un chien ». Fin de citation. Lorsque nous étions depuis quelques jours en train de faire, comme le disait tout à l'heure le COSU, le débat autour d'une question aussi sensible, la période étant également sensible, et d'une personnalité de ce rang sensible. Je voudrais d'abord baliser le terrain. On ne peut pas prendre Maître Adrien Humbedi aujourd'hui simplement comme ça, quelqu'un qui a 93 ans, il peut parler. Non. On prend Maître Adrien Humbedi, le président Humbedi, avec tout son parcours. Et puis, c'est ce qui permettra à nous, les analystes, de faire un débat de fond, parce que ce n'est pas superficiel ici. Lorsqu'on prend Maître Adrien Humbedi de son parcours, de son palmarès politique, on a assez d'éléments, nous avons de la substance qu'il faut pour pouvoir faire un décryptage aussi approfondi. Je prends le premier cas. Maître Adrien Humbedi, connu pour un animal politique qui est resté et qui aime également rester à un bord politique jusqu'à l'avènement de Patrice Talon. Et puis, c'est au lendemain, je voudrais rappeler, avant de dire ce que je dois dire, que au lendemain des élections présidentielles, vous n'êtes pas sans savoir que Maître Adrien Humbedi avait opté pour la candidature de Zinsou. Et puis après, il a dit, quand les femmes sont allées lui présenter à une circonstance pareille de vœux, il a rappelé aux femmes que vous avez chanté, d'accord, et vous avez fait votre choix. Telle personne qui est en train de l'ouzo et telle personne est dans mon cœur. Et puis aujourd'hui, vous les femmes, comme vous avez fait le choix, je vais vous suivre donc on voit dans quel contexte le Maître Adrien Humbedi avait choisi de faire le chemin avec la rupture. Et puis après, on a constaté que le climat, l'environnement politique ne permettait plus, surtout avec les exigences, d'accord, politiques que nous avons puis choisi. Je veux parler du système partisan qui amenait donc les réalités intrinsèques. Nous devons quand même rappeler que c'est une obligation politique au PRD de repartir après au niveau de l'Union progressiste pour devenir après l'Union progressiste, le renouveau, parce qu'on a constaté que au-delà de Porto Novo ou dans la région de l'OEB, le PRD n'est pas arrivé à réunir les 10%. Donc, la majorité ou la mairie de Porto Novo qui revenait au PRD n'était pas... le PRD s'est vu quand même échapper de cette mairie de Porto Novo. Donc, du coup, la fusion devenait une obligation pour le PRD ou Maître Adrien Humbedi. Aujourd'hui, nous sommes... Il y a d'abord l'obligation de... Aujourd'hui, nous sommes au lendemain. Nous sommes au lendemain, par exemple, de la décision de la Cour qui replonge la nomination des CV. Qu'en est-il jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que lorsqu'on part en dessous de ce qui se passe, là n'est pas le problème. J'en viens maintenant à la déclaration du président ou du Maître Adrien Humbedi. Je suis suffisamment content pour que ceux qui disent que sous la rupture ou avec Patrice Talon, dès que tu parles ou que tu es en contradiction avec le régime, qu'on te met en prison. Ils comprennent aujourd'hui que, et je l'ai dit sur ce même plateau, que l'alternance, la contradiction au sein de la rupture viendra de la rupture et non de l'opposition. Oui, et c'est ce que vous avez noté. Exactement. Ah, oui. Au-delà de ça, il faut maintenant prendre de la hauteur et voir quel est le contexte actuel. Quel est le vox populi? Qu'est-ce que la population voudrait bien au lendemain d'un procès politique, qu'on le veuille ou non, et que la justice étant libre aussi le lendemain. Et il faut voir également au deuxième pan l'ancien exilé politique, Maître Adrien Humbedi. Donc, on peut l'avoir avant la conférence des forces vives de la nation. On ne doit pas regretter ou oublier. Oui. Voilà. On ne peut pas oublier que Maître Adrien Humbedi a été exilé. Donc, du coup, parfois, il faut comprendre, parce qu'il a dit même dans son discours que après qu'on ait choisi le modèle démocratique, quand
le général Mathieu Kérékou est revenu, il n'y a plus de prisonniers politiques. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit considérer tous ceux qui, Henri le disait tout à l'heure, est-ce que X ou Y se retrouve en prison, on va considérer que tout le monde se retrouve en prison ou c'est des cas politiques. Je sens que vous avez assez à nous dire. Vous savez, quand vous avez affaire aux historiens, ils vous plongent dans beaucoup de faits. Oui, avec vous, Omar Salouf, vous qui parlez du bris de silence des patriarches, est-ce que c'était nécessaire, vu le long moment que ces différents acteurs politiques ont passé sans véritablement se prononcer sur l'actualité, alors que nous avons eu beaucoup d'épisodes de faits politiques? Pourquoi maintenant? Oui, dans une république, surtout quand elle est démocratique, tout le monde a droit à la parole. On ne va pas voir la coloration politique ou bien la couleur de peau de la personne. Tout le monde a droit à la parole. C'est ça qui fait même l'essence de la démocratie. Et j'ai commencé mon édito en disant que le silence ou les mots des sages sont expressifs. Si à un moment donné, ils sont restés silencieux, c'était pour parler également. Parce que à un certain âge, quand on devient patriarche, on ne parle pas, on ne sort pas à tout bout de champ. Et donc, il fallait comprendre dans ce silence que c'était une expression, c'était pour dire que nous sommes là, nous observons, mais à un moment donné, il fallait parler. Nous sommes en train d'aborder un tournant crucial. Nous sommes en train d'aborder 2026. Nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026. Et dans ce cadre, c'est important que toutes les voix s'unissent pour que nous nous retrouvions. On n'a pas besoin forcément de s'asseoir à une table de dialogue, mais quand les échos commencent par venir, ça et là, ça suscite le débat. Et quand ça suscite le débat, il faut que le débat soit objectif. J'ai entendu dire sur les réseaux sociaux qu'il ne doit pas parler parce qu'on connaît son parcours, il a trahi ci, il a trahi ça, il a trahi tel, et donc il n'a pas droit à la parole. C'est un peu déplacé selon moi, c'est gênant parce que quelqu'un qui a ce parcours politique, il a vu, il a écouté des choses pour avoir été hautement placé, président de l'Assemblée nationale plusieurs fois, et Bruno Amoussou, président de l'Assemblée nationale également, et Nicéphore Soglo Boni Yahi, toutes ces catégories de personnalités ont écouté, ont vu, ont vécu des choses qu'ils peuvent partager avec la nation. Ils peuvent attirer notre attention sur des faits et nous dire attention, n'allez pas dans n'allez pas sur ce terrain, dans telle situation, c'est tel, il faut agir, c'est comme ça il faut le faire pour se tirer d'affaire. Nous avons vu quand le général Mathieu Kérékou a appelé tous les Béninois vivant à l'extérieur pour la conférence nationale, ceux-là ont participé. Ils savent comment ils se sont arrangés pour que nous soyons un pays démocratique aujourd'hui. Donc ils ont leur mot à dire et ce n'est pas à prendre alors justement, à la légère. Il y a eu des préoccupations qui sont énoncées quand on écoute les propos de Maître Adrien Mbedji, puisque c'est sur cela que nous nous attardons dans cette émission. Nous avons également eu l'invite qu'il a adressé à Qui Détroit, peut-être au premier responsable du pays, le chef de l'État Patrice Talon. Quel sera l'écho que nous pensons recevoir de ce côté-là, puisque la dernière fois, nous avons écouté le porte-parole du gouvernement qui a essayé d'apporter une réponse aux propos de Maître Adrien Mbedji, mais par la suite, au regard de la période que nous traversons et au regard également de la portée de ce que nous attendons de vivre d'ici 2026, quelle sera la réponse? Est-ce que vous pensez que Patrice Talon apportera une réponse à ces propos? Exactement. Vous ne voulez pas savoir qu'on annonce aujourd'hui une tournée de reddition de comptes, une tournée nationale. C'est au lendemain du discours ou de la sortie de Maître Adrien Mbedji. C'est déjà peut-être pour aller répondre. Et vous avez vu subtilement le porte-parole du gouvernement dans ses déclarations, le connaissant très acerbe, lorsqu'il s'agit de répliquer pour certaines questions. Vous avez vu qu'il a été très sage, modéré, et c'est ça aussi la force d'un pouvoir. Je montre même... On peut s'en arrêter là? Non. Avec non. les propos du porte-parole? Non, pas du tout, c'est ça je dis. Il y a aujourd'hui une tournée nationale qui s'annonce. On a vu quelques conseillers ministres qui conseillers ministres qui ont fait certaines déclarations qui
personnellement, je n'ai pas trop apprécié parce que il faut aller au-delà d'une considération. La n'a pas fait changer le langage. Oui, mais ça devait faire changer. Non, pas du tout. Il faut avoir la possibilité de faire du discernement. Donc, d'accord. Donc, nous avons, quand il y a un porte-parole et que un ministre conseil dit, il y a déjà de la contradiction au sein de la même maison et là, ça pose véritablement problème. Lorsqu'on prend dans notre environnement traditionnel, un sage, c'est celui qui est gardien ou garant de la tradition, c'est celui qui conseille, c'est celui qui oriente. Nous ne devons pas oublier l'aspect que demain, à partir de 2026, donc, le président Patrice Talon va devenir une référence, un modèle. Il n'a qu'à peut-être voir sa posture aujourd'hui et la posture de demain pour voir si un jour quelqu'un est au pouvoir et la population, le peuple souverain appelle d'un vœu, comment serait sa réaction? C'est là la question de la survie de notre nation, parce que la question n'est pas seulement liée à Maître Ngwedi, au Maître Adé Ngwedi, mais à toute la nation béninoise. Donc la sensibilité de la question des uns et des autres, comme je le disais tantôt, devait également être soulignée de deux traits. Parce que 2026, un tournant, comme vous avez l'habitude de le dire, aussi très, très sensible, avec toutes les élections ensemble, nous allons prendre 2025 pour faire pratiquement de la politique et de la campagne. Oui, et comment est-ce que le Bénin veut avancer si nous ne laissons pas des petites... Alors, oui, j'ai posé la question, oui, allez-y. Je pense que sur la question, le discours d'Adrien Ngwedi, on n'a pas besoin de faire un discours en face. Son discours demande que des actes soient posés, que des actions soient faites pour quand même la cohésion nationale. Parce qu'il a posé un problème quand même assez important à mon avis. Et je crois que dans le discours ou bien dans les propos des uns et des autres, c'est vrai que certains sur les réseaux sociaux ont manqué de style. Ils ont insulté. Il y a eu de l'emballement. Oui, ils ont manqué de style. Et je pense, il a souligné, enfin le docteur l'a souligné tout à l'heure, et pour prendre Adrien Ngwedi, ses propos, prenons l'homme à travers ces différentes facettes. Pas uniquement sur ces propos-là. Et ce qu'il pose comme problème, je pense qu'on n'a pas besoin d'être de la mouvance présidentielle ni de l'opposition avant de comprendre que c'est un problème d'intérêt général. Ça parle de la nation, et c'est ma réelle conviction. Et je pense que les uns et les autres, ce discours doit être analysé selon qu'on est partisan ou pas, selon qu'on est attaché à la démocratie, à la nation ou pas. Et je pense que, comme il a rappelé, le chef de l'État, il a compris dans son... dans la réflexion ou dans tous ceux qui sont autour, enfin, tout le système qui est lié autour du chef de l'État ont compris que ce qu'il est en train de demander, c'est vrai que vous allez me dire, certains l'ont dit sur les réseaux sociaux, que l'implosion de la mouvance est en train de venir de la mouvance parce que ils ont tout fait de penser que Adrien Ngwedi étant de l'Union progressiste, le renouveau, s'il parle comme ça, c'est qu'il y a quand même un mal-être au niveau de la mouvance présidentielle. Et je pense que ces périodes que Adrien Ngwedi a citées, et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a parlé de la période avant Révolution, donc qui a conduit donc la conférence démocratique. D'accord. Et il paie Mathieu Kérékou pendant cette période-là. Il dit que Mathieu Kérékou avait, donc il y avait des exilés et tout le reste, d'autres à rappeler, même Père de moi et tout le reste. Oui. Mais après la période révolutionnaire, conférence nationale. Donc, on peut dire que le premier mandat de Patrice Talon est similaire à la période révolutionnaire où il était rigoureux et tout le reste, mais que ce second mandat, oui, doit être comme la période démocratique. Donc, on doit essayer donc de fermer les yeux sur... C'est une grosse erreur. Oui, non. Parce que, oui, il a même dit que quand quelqu'un d'eux est venu, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des exilés, est-ce qu'il y a des emprisonnements? Et donc, ce qu'il dit là, il met la politique au centre. D'accord? On ne devait pas mettre la politique à tout. Et il parle de l'exclusion. Et qui a conduit à cela? Je ne suis pas sûr, si vous faites de la corruption, on ne va pas vous emprisonner. Ce n'est pas ce qu'il demande. Mais la politique, il met la politique au centre de tout. Et donc, dans cet élan de faire la politique, on ne doit pas quand même exclure les gens. On ne doit pas faire exiler les gens. On ne va pas emprisonner les gens pour railler en maître. Et donc, pour Adrien Ngwedi, je pense qu'aujourd'hui, il faut approfondir les réflexions. Il faut même prendre ses propos comme
des propos donc, de la Bible et analyser. Mais il disait tout à l'heure, Sergino Lokossou, qui disait que la réponse qu'il faut apporter à Adrien Ngouebedji, ce n'est pas à travers des propos, mais plutôt des actes. Quand il parle de retour des exilés, c'est un acte à poser. C'est un fait, c'est un geste à juste... Vous savez qu'il y a toujours un débat autour de ça. On dit qu'il n'y a pas d'exilés politiques, il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de prisonniers politiques. Non, écoutez, s'il vous plaît. Il faudra... Peut-être qu'au niveau de la terminologie, on ne va pas s'entendre. Mais il y a des gens, politiquement, qui ont fui le pays. Il y a des non-complicités. Oui, peut-être qu'ils sont en difficulté avec... La justice, oui. Mais ils ont fui le pays. N'importe comment, ils sont des exilés. On peut comprendre ça. On connaît des gens aussi, Christian, on connaît des gens aussi dans ce pays qui n'ont rien, qui n'ont aucun pétrin avec la justice, mais qui ont décidé de vivre à l'extérieur du pays. On ne les classe pas dans la catégorie. Exactement. Je voudrais rappeler quelque chose. Là où Maître Adrien Ngouebedji n'a pas su totalement lâcher la vérité, c'est de dire que de 1996 à 2006, qu'il n'y a pas eu de prisonniers. On a connu, je ne veux pas donner des noms, des directeurs généraux, on a connu des anciens ministres qui ont coupé en prison parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Ça, c'est des questions de malversation. Exactement. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a plein de ça. Il a mis, il parle de la politique, et vous avez bien rappelé que c'est un discours politique à analyser politiquement. Donc voilà, donc s'il y a je pense qu'il faudra déjà élucider la question de qui est prisonnier politique, qui est en exil, qui est en prison par des malversations financières. Il faudra élucider ça d'abord. Nous ne sommes pas... Qui va le faire? Ce n'est que le... Parce qu'il y a une contradiction déjà. Quand on se retrouve d'un côté, on estime que ce sont des prisonniers politiques, mais quand on se retrouve de l'autre côté, on estime que c'est parce qu'ils ont des casseroles que la justice est à leur trousse. Et donc, si cette question peut être réglée, on ferait un pas dans la résolution des problèmes. Mais l'autre chose que je voudrais dire, qui va totalement en contradiction avec les agitations qu'on a eues un peu partout sur la toile, c'est que le président Patrice Talon est dans une autre posture. On l'a vu aller plusieurs fois au domicile de Maître Adrien Ngouebedji. On l'a vu aller plusieurs fois au domicile du président Nicéphore Soglo. On l'a vu avec Boni Yayi, on l'a vu avec Bruno Amoussou. Et donc, moi je pense que le président Patrice Talon écoute ces anciens-là, qui sont ses aînés, qui ont été à divers postes politiques dans ce pays et qui ont certainement des choses à lui dire. Contrairement à ceux qui estiment que Adrien Ngouebedji ne doit plus parler dans ce Bénin parce qu'il a été ci, parce qu'il a été ça. Contrairement à celui qui dit que Bruno Amoussou, c'est à cause de lui que, bon, je dis... Oui, très rapidement, puisque les préoccupations sont monstres. Alors, on est en train de qualifier cela d'un retour, d'un réveil. Jusqu'où vous pensez qu'ils vont aller, ces anciens hommes forts? Je veux parler... Ils iront jusqu'où? Jusqu'à l'obtention de ce qu'ils demandent. Ils ont la possibilité de changer le cours de la vie politique béninoise. Il faut avoir le courage de le dire. Ça dépendra de l'énergie qu'ils vont mobiliser, les acteurs qu'ils vont mettre à leur trousse, exactement. Donc, ce qui devient une évidence, c'est la fin de la rupture. Et au sein de la même rupture, il y a la question d'alternance qui se pose, le choix du dauphin, etc., qui reste encore... Le candidat du camp présidentiel. Entre autres, qui reste encore jusqu'à alors où nous parlons, un sujet suffisamment mystique. Donc, dès que nous revenons à ces questions d'ouverture d'esprit, vous n'êtes pas sans savoir que des discussions, peut-être la nuit ou à huis clos, ont été quand même faites et que c'est parce qu'on n'a pas eu peut-être gain de cause. Et vous devez rappeler également la fermeté de Patrice Talon sur les questions données. Et quand vous avez une certaine fermeté... pour l'aboutissement des réformes politiques. Quand nous allons rater le système partisan maintenant, on ne fera plus jamais une organisation politique digne du nom au Bénin. Et puis, personnellement, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pris une position par rapport à ça, en contribuant d'une manière ou d'une autre à l'enracinement
du système partisan au Bénin. Et nous devons aller... On ira très vite, puisque le temps est complètement parti. Au Kapara. Oui, ça sera. Oui, quand on prend Boniaï, Boniaï, président des démocrates. Oui, vous savez, aux démocrates, c'est le dernier combat de Boniaï. Donc Boniaï va mouiller sérieusement le maillot. Et donc sur le terrain, comme l'a dit, il va sérieusement déranger la rupture. À ce niveau-là. Donc, Boniaï. Maintenant, quand on parle de Bruna Moussou, Bruna Moussou, non, n'est plus actif politiquement. Oui, justement, mais on a vu ses propos donc n'est plus à propos je dirais, de l'Union progressive de renouveau, voilà, ce qu'il a dit. Oui, et Nicéphore Soglo va rester toujours ambivalent. Parce qu'il est toujours, soit il est avec la mouvance, soit il est avec l'opposition. Donc, il n'est plus fils, donc, à demander. Donc, bon, quand il va voir que avec les démocrates, je peux me retrouver un peu, il ira doper le moral aux démocrates, comme il a dopé le moral au camp présidentiel également. Mais quand il prend par exemple, Adrien Mbédié, qui est de la majorité présidentielle, oui, parce que son parti, le PRD, qu'il dit, nous sommes là pour y rester. Et c'est suffisamment politique qu'il faut, parce que c'est un langage politique. Là, le PRD existe toujours. Et bien là, le pire, c'est que il ne peut plus retourner en arrière. Ceux qui parlent de que le PDA va créer... Non, il ne peut plus retourner en arrière. C'est pas impossible. Non, il aura une difficulté à repositionner le PD. Si vous voulez, il n'a qu'à essayer pour sortir, voir ce qui va se passer. Il a des difficultés à se repositionner aujourd'hui. Parce que le PD, que ce soit ses actifs ou ses passifs, désormais, sont dans l'UPR. On a vu l'UDBN avec le BN, c'est pas la même chose. L'UDBN est resté parti politique au sein de BR. Le PRD, il peut le dire. Le PRD ici, le PRD semble toujours rester il y a fusion et, comment dire, absorption. Il y a deux choses différentes. C'est peut-être un semblant de fusion. On ne sait jamais. Oui, allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut se dire que c'est l'heure de nous-mêmes qui a sonné. Il faut que les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ces figures importantes de l'histoire politique d'abord, du Bénin et de la politique, c'est que Adrien Mbédié, Boniaï, Amonsou Bruno et consorts, je pense que le seul qui peut déranger la mouvance, c'est Boniaï. Il est le plus actif et il est pas partout à la fois. Et donc je pense qu'au-delà de Boniaï, ils doivent quand même comprendre qu'ils sont des figures et ce qu'ils disent, ce qu'ils donnent comme ça, ce qu'ils sortent comme discours doit avoir de l'impact. Et ça a eu de l'impact. Et ce que moi je souhaite, c'est quoi? Nous n'avons pas de Bénin, on a un seul Bénin. Et que les uns et les autres puissent travailler à l'enracinement de notre démocratie. D'ailleurs, c'est un processus qu'on a commencé depuis 1990. C'est vrai qu'il y a parfois des hauts et des bas, il y a parfois des situations de crise, des situations, c'est inconfortable, qui viennent se greffer à ce processus que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est le moment pour les uns et les autres. Et celui qui a le gouvernail, pardon, c'est bien ça. Pour le moment, c'est le chef de l'État. Et je pense que je ne vais pas demander d'être indulgent ou magnanime en politique. Mais parfois, il faut écouter le peuple, il faut écouter les désirata du peuple. Est-ce que vous voyez un probable retrait du PRD avec ses prises de position? Non, ça n'est pas évident. Mais même si je pense que ce n'est pas évident. Même s'il se retire de trucs là, est-ce que c'est encore possible? Je ne pense pas. Mais il ne va pas, il ne va pas accepter donner assez de coups à cette réforme du sympathisant pour lequel je présume les allers-retours du chef de l'État au domicile de Mbédié, c'est peut-être pour dire accompagne-moi dans cette réforme-là. Et il a dit, je ne veux pas être pessimiste comme lui, après on n'aura plus cette réforme-là. Je pense qu'en politique, les postures et les positions sont changeantes. Ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, on peut le faire après. Ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, on peut le faire après. Aux premières heures de la réforme du système partisan où se constituaient les grands ensembles, j'ai entendu le maître Adrien Mbédié dire à Vrankou que quel que soit ce qui adviendra, que le PRD ne disparaîtra jamais. Je ne pense pas que ce discours ait changé et je pense que dans tous les cas, s'il le décide peut-être un jour, il pourra retirer son PRD. Surtout quand vous voyez avec toute sa substance, le logo du parti. Oui, avec toute sa substance de lutter le renouveau. La deuxième chose que je voudrais dire pour finir, je me demande si la tournée annoncée du chef de l'État est pour répondre
à ces anciens barons politiques? Est-ce pour les contredire? Est-ce préparer le terrain pour le candidat? Voilà. Parce que quand quelqu'un dit que c'est suite à ces sorties-là que la tournée du chef de l'État est programmée, c'est pourquoi je pose cette question. Dans tous les cas, il faut que le Bénin triomphe, quels que soient les cadres clivages. Je voudrais lancer un appel vibrant au nom de la jeunesse béninoise au chef de l'État que lorsque nous atteignons un niveau donné de la responsabilité et que nous avons, nous seuls, uniquement, le pouvoir de faire quelque chose, n'oublions pas qu'on peut le faire et changer vraiment les choses. Merci beaucoup. Qui n'a qu'à faire Docteur Bouga Koupaki, qu'on ait le dénouement. merci bien. Merci à vous, Henri Yambodé, merci. Sergino Lokossou, et merci à vous, Omar Salouf, pour nos discussions de ce soir. Nous allons évoluer, je vous l'avais dit, les dates se rapprochent à Gampa. Les partis qui seront candidats aux différentes élections affûtent leurs âmes pour entrer dans la course au suffrage. Et en toute franchise, nous irons ce soir au cœur d'une formation politique, le Mouvement populaire de libération, parti d'opposition et membre du cadre de concertation de l'opposition. Son président sera avec nous, Espérance TV, l'invité du grand rendez-vous de ce dimanche soir. Mais avant, nous allons donner la parole à notre expert, c'est dans l'œil de l'expert, une question à lui poser. Faire son retour sur la scène politique après un long silence, est-ce un exercice périlleux pour un ancien acteur politique? Question adressée à Martial Tiburce-Zanou. Il est professeur de droit des universités, juriste expert et consultant. C'est l'œil de l'expert. Il faut dire que la traversée politique qui devient un désert pour certains hommes politiques qui sont en retrait de l'actualité politique et qui tentent d'y revenir, n'est pas un exercice facile. Un exercice auquel il s'emploie, le tout dépend de l'impact que cette sortie peut avoir sur l'opinion publique dans un contexte marqué par plusieurs faits dans l'actualité politique nationale. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Cela participe aussi d'une nostalgie. Ils ont été soustraits de la vie politique. Ils tentent de faire un retour et ce n'est pas souvent tâche facile. L'homme politique qui s'est retiré de la scène politique et qui tente de refaire surface au milieu de cette arène politique recherche une nouvelle notoriété, veut attirer l'attention de la population ou de la cible qui a été à l'origine de son ascension politique et de tous les pouvoirs qu'il a exercés au plan politique. Il veut voir prendre le pouls et le baromètre de l'influence et de la notoriété qu'il exerce toujours sur la scène politique. Cette question, je vais l'aborder sous deux angles. Soit l'impact de ces hommes politiques sur
la scène politique a été positif, soit l'impact est négatif, et à partir de cet instant, eh bien, il appartiendra à chaque citoyen d'apprécier ce comeback. Si l'acteur politique a marqué de par son passage dans la vie publique les concitoyens, forcément, son comeback, son retour est plébiscité. Mais si, à contrario, cet acteur politique n'a pas été une figure emblématique, eh bien, le débat est toujours controversé. En fonction de la thématique qu'il va aborder et des argumentaires qu'il va avancer et de son opinion sur l'actualité nationale, je disais tantôt que cela peut être bien perçu comme cela peut être négativement perçu et générer des critiques de toutes parts. Il est évident que lorsque l'acteur politique s'est complètement éclipsé de la scène politique, il est toujours difficile que ce leader qui s'est retranché des affaires politiques puisse conquérir à nouveau dans la plénitude la confiance de ceux qui l'ont vu aux affaires. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui se sont éclipsés ont laissé place à de nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs ont et vont insuffler leur approche du développement, leur perception de la construction de la cité. Si l'ancien acteur reste nostalgique du passé et vient critiquer avec véhémence ce qui a été perçu comme qualitatif, puisque entre-temps, il y a eu une comparaison qui est faite par les concitoyens, eh bien, à ce moment précis, cet acteur qui fait son comeback et qui pense qu'il peut impacter l'opinion nationale, eh bien, le revers de sa démarche et les critiques sont très acerbes. Si dans un autre sens, il est objectif et qu'il sait se situer au juste milieu, eh bien, cela peut être perçu aussi comme un apport qualitatif. Mais dans tous les cas de figure, ceux qui ont déjà prouvé ce qu'ils savent faire en tant qu'acteurs politiques et qui ont laissé place à de nouveaux conquérants, il est très 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 difficile qu'ils viennent redorer à nouveau le blason ou la posture qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient aux affaires. C'est toujours diversément apprécié. Votre question est à propos et traduit aujourd'hui les ressentis et les remous que l'on note dans l'actualité au plan national. Conflit d'intérêts, parce que vous avez la nouvelle génération qui veut impulser un développement, qui se refait un sang neuf, qui a une autre approche de la politique et pense que ceux des devanciers qui ont déjà démontré de par leur aura ce qu'ils savent faire, c'est de se mettre en retrait pour donner la possibilité aux nouveaux conquérants de pouvoir diriger et organiser la cité comme cela s'entend. Donc, conflit d'intérêts, oui, dans une certaine mesure, puisqu'en réalité, il y a une frange de la population
qui ne souhaite pas revenir dans ce passé, résolument tourné vers l'avenir, et vous avez une frange de la population qui, vaille que vaille, est nostalgique des actions menées par l'ancien dirigeant, mais il y a toujours une ascendance, une prédominance de ceux qui sont aux affaires, qui démontrent leur capacité, leur aptitude, et dès lors que les citoyens ont pu faire une approche comparative de ce qui a été, de ce qui se fait et de ce que l'avenir réserve, le choix est vite fait. Sur le grand rendez-vous, actuellement, nous sommes en toute franchise et ce plateau reçoit un invité. Ce soir, c'est le président du Mouvement populaire de libération qui est notre invité, Espérance Témé. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Président du Mouvement populaire de libération, MPL, dites-nous, à quand remonte votre dernière action politique? Action, bon, d'abord je salue vos téléspectateurs et notre parti, comme tous les autres partis en ce moment, en s'approchant des échéances, vous convenez avec nous que c'est la veille d'âme au sein des états-majors, donc en termes d'action politique, nous en avons suffisamment. Il y en a de publics, il y en a de pas publics, qui ne sont pas publics. Si vous voulez parler d'activités majeures au niveau de notre parti, il y a quelques mois, précisément le 30 novembre dernier, nous étions en congrès pour réaffirmer notre orientation politique, raffermir nos structures et lancer la machine vers 2026. Et nous sommes en ce moment en plein cœur de ces préparatifs-là pour affronter les échéances. Alors, vous avez tiré leçon de votre dernière participation aux élections. Voilà pourquoi vous vous êtes très tôt mis au travail. Oui, oui. Vous savez que 2026, c'est la première fois que notre pays connaît des élections générales. Elles seront plus complexes que les dernières que nous avons connues. Nous avons un nouveau code électoral que vous voyez bien, que toutes les formations politiques, du moins, la plupart, et le peuple entier, souhaitent qu'on révise parce qu'avec des clauses difficiles, des clauses d'exclusion renforcées, et donc la situation est plus complexe même que celle que nous avions connue en 2023, et c'est pour ça que très tôt, notre parti a pris des options de rester avec les autres formations qui expriment les mêmes inquiétudes que nous pour que nous puissions apporter des solutions communes. Alors, votre formation politique est membre du cadre de concertation de l'opposition. Votre participation à ce creuset, qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur l'échiquier national comme revendication? D'abord, il faut dire que la plupart justement de nos revendications est partagée par ces formations politiques avec lesquelles nous nous sommes mis ensemble au niveau du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. 4 partis, plus précisément, plus un mouvement politique. Et les difficultés que nous connaissons en général en ce moment nous ont amenés à nous réunir au sein de ce cadre pour, vous savez bien que c'est l'union qui fait la force, ensemble on est plus fort, pour peser ensemble de tout notre poids, pour pouvoir corriger et amener l'exécutif à revoir sa posture que nous considérons comme difficile, voulant amener le peuple dans des situations difficiles pour ces élections de 2026. Et le MPL qui a réaffirmé sa détermination à peser de tout son poids pour que les problèmes que connaissent notre pays de façon générale et plus particulièrement sa jeunesse puissent vraiment trouver solution écho à partir de 2026 avec le nouveau régime qui va s'installer, a décidé alors de rester en concertation permanente avec ces autres partis et c'est ce qui a amené la formation de ce groupe pour que nous puissions mettre toutes les chances de notre côté, de nous faire entendre,
d'arriver à réaliser des élections totalement libres, totalement transparentes, et où tout le peuple se retrouve, où les dirigeants que nous allons nous choisir, le peuple voudra bien choisir en 2026, sera l'émanation même populaire de la volonté populaire de notre pays. En dehors de ces actions que vous menez au sein du cadre de concertation, c'est que votre parti politique continue toujours sa marche sur le terrain politique. Absolument, absolument. Oui. Il faut préciser que à nos téléspectateurs, au niveau du cadre de concertation des forces politiques en ce moment, ce n'est pas la question de notre participation aux élections qui est sur la table. En ce moment, c'est comment déblayer le terrain pour que toutes les forces politiques qui désirent participer aux élections puissent y aller. C'est d'abord la préoccupation qui est sur la table. Bon, après on verra comment, dans quelles conditions, est-ce qu'il y aura une possibilité que ces forces qui travaillent en ce moment puissent constituer une seule force pour affronter ces échéances. C'est des questions qui ne sont pas encore sur le tapis, mais qui s'inviteront les heures ou les jours à venir au sein du cadre de concertation. C'est vrai que vous avez beaucoup de préoccupations, mais est-ce que vous espérez obtenir gain de cause face à toutes vos préoccupations, les demandes incessantes que vous envoyez? Je pense que oui, parce que déjà, nous avons obtenu une petite avancée au niveau, par exemple, de notre préoccupation relative au fichier électoral. Le chef de l'État a accepté que l'opposition, comme nous l'avons souhaité, nous puissions prendre toutes les dispositions que nous voulons pour voir de quoi retourne aujourd'hui la liste électorale qui viendra nous amener aux échéances. Je pense que c'est une petite victoire pour l'opposition que nous devons capitaliser, que nous devons, vous devez, le peuple doit pouvoir nous accompagner et pour que cette victoire, aussi petite qu'elle soit, puisse peser vraiment de façon générale et nous amener également à obtenir d'autres victoires plus importantes, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Aujourd'hui, on entend les bruits de bottes de certaines de nos préoccupations au niveau des acteurs clés de la mouvance. La question des libertés fondamentales, la question des exilés, des détenus politiques. Vous voyez un peu ce qui se passe en ce moment. Je pense que ces questions, avant les élections, nous avons foi que ces questions trouveront un écho favorable au niveau de la mouvance, enfin de l'appareil exécutif, et nos compatriotes qui sont en exil, ceux qui sont encore dans les prisons pour des raisons politiques, et retrouveront leur liberté pour que tous les enfants du pays puissent se mettre ensemble, pour qu'on pense maintenant au développement, qu'on pense à trouver une solution juste à cette paupérisation continue qui continue de frapper. Alors vous parlez de paupérisation, vous êtes un parti qui se réclame être proche du peuple, face donc aux difficultés, face donc aux problèmes qui sont posés et que vous recensez. Quel type de solution vous leur apportez? Est-ce qu'il y a de l'espoir en l'avenir? Oui, oui. Au milieu de toutes ces difficultés, il faut que nous puissions rassurer nos concitoyens qu'il y a de l'espoir. D'abord, en ce qui concerne 2026, vous voyez aujourd'hui les tribulations qui secouent notre pays, qui tendent à faire désespérer la jeunesse. Moi, je voudrais les rassurer de ce que, immanquablement, la démocratie triomphera. Il y aura alternance au sommet de l'État et une nouvelle équipe va s'installer. Et c'est justement à ce niveau que notre parti, le MPL, entend peser de tout son poids pour que cette nouvelle équipe qui va s'installer puisse prendre en compte réellement les préoccupations de la jeunesse. La question de l'emploi, les questions d'un minimum social pour les foyers, et la précarité de l'emploi, les difficultés sur le plan social que connaissent aujourd'hui la jeunesse et de façon générale le peuple. Nous voulons que ces difficultés-là trouvent un écho favorable au niveau des leaders, au niveau des projets de société, au niveau du groupe ou du moins, je vais dire de l'équipe
qui prendra les rênes du pays en 2026, il faudrait qu'on puisse apporter des solutions plus justes, des solutions partagées, une solution commune qui viendra tant des leaders qu'également des différentes couches sociales qui composent notre pays. On vous voit résolument tourner vers 2026. Vous parlez beaucoup plus de 2026. Dire donc que ces élections générales vous préoccupent beaucoup. Alors, Absolument. octobre et novembre 2025, il y aura 2 types ou 3 types de dépôt des dossiers de candidature. Pour la présidentielle en octobre, nous aurons pour les législatives d'un côté et pour les communales également en novembre. Votre parti participera à quelle élection? Nous serons présentes, nous serons au cœur de 2026 et nous jouerons un rôle prépondérant. Prenez date avec moi que 2026 se jouera immanquablement de façon irréversible avec nous et nous indiquerons la ligne. Ça vous tente l'aventure présidentielle? Le 2026 est tout proche, mais encore loin, et le parti en décidera. Le parti va en décider. Oui. Alors, quand vous observez un peu les autres formations politiques qui ne partagent pas la même vision de gestion du pouvoir que vous, je veux parler des formations politiques de la majorité présidentielle, qu'est-ce qui vous épate dans ce qu'ils font? Ou rien ne vous épate? Bon... personnellement, je vais éviter de commenter ou de donner des avis là-dessus, mais je vais dire quand même que le peuple, de façon globale, est surpris des contradictions exprimées ça et là, en dépit du discours de succès tenu par le chef de la majorité. Le peuple est surpris que, en leur sein, derrière les caméras et micros, qu'on entende des critiques qui ne révèlent pas ce que le discours qu'ils tiennent en public devant... bon. Ça vous intrigue? Beaucoup, ça intrigue le peuple. On parle de discipline de groupe, de respect des principes. Je pense que... Cette organisation, est-ce que ça ne vous séduit pas? Non, je pense quand même qu'il faut avouer que le chef de la majorité a pu, je ne sais à quel prix, contenir au mieux je vais dire, les différents courants qui s'expriment au sein dans son groupe. Il faut dire que c'est la première fois depuis 60 qu'un régime qui vient mais un système bicéphale de 2 partis qui cohabitent ensemble. Bon, personnellement, je trouve que c'est une expérience inédite que nous avons connue et ensemble, c'est à la fin, là maintenant, que nous allons évaluer pour voir si vraiment c'était une bonne chose. Ah, très bientôt, vous irez ensemble sur le même marché, vous irez à la conquête des suffrages. Est-ce que vous partez à cette conquête des suffrages en infirmité, en infériorité, en pensant que les autres sont géants et nous, MPN, on est tout petit? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Vous savez, lorsque quand vous regardez l'actualité politique dans le monde, il n'y a aucun petit parti, il n'y a pas de grand parti. Le parti qui est grand est le parti qui reste avec le peuple. Le parti qui suit les souhaits du peuple, qui représente au mieux les désirata du peuple, c'est le plus grand à chaque échéance. Donc, il s'agit d'être en harmonie avec les changements que notre peuple souhaite, avec les aspirations les plus profondes de ce peuple. Et vous êtes sûr que le peuple vous suivra et vous serez grand. Alors, l'actualité nous rappelle les dernières sorties des anciens dirigeants, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République. Et ce qui retient beaucoup plus l'attention, c'est le discours, mais les propos de Maître Adrien Ngouidji. Vous l'avez suivi. Qu'est-ce que cela vous a fait? Vous voyez combien les propos d'un responsable politique, et surtout de cette carrure et de cet âge, ont pu susciter beaucoup de controverses dans l'opinion. Moi, je pense que nous, aujourd'hui,
de notre posture, nous allons inviter davantage cette génération de responsables que notre pays a connue à beaucoup plus de sagesse et de cohérence et de lisibilité. Parce que lorsque, c'est pas parce que vous êtes, vous avez ces galons, vous avez acquis tous ces galons dans votre parcours, qu'on peut se permettre d'aller, je suis dérangé, mais j'ai envie de dire de naviguer à compte courant. Bon, le fleuve doit être fidèle à sa source et aller vers la mer, dit-on, mais j'aurais souhaité que davantage ces gens qui ont marqué notre pays, qui ont donné beaucoup au pays, et le pays également leur en a donné, qu'ils puissent continuer de nous inspirer dans la cohérence, dans le respect de la parole donnée, dans leur façon de vouloir aider, qu'on sente que c'est l'intérêt général qui prévaut. Bon, ici, il a pris le bon bout que nous sommes en train de réclamer. Il est de la mouvance, mais il embouche la trompette de défendre des idéaux, d'exprimer les préoccupations que l'opposition pose sur la table en ce moment. Donc en cela, nous sommes heureux de trouver un renfort de taille au sein de la mouvance. Alors ils viennent vous aider, ils viennent vous suppléer, vous accompagner dans ce que vous faites? C'est le moins qu'on puisse dire à ce niveau précisément. Maintenant, il faudrait qu'il aille plus loin. Si, en quoi faisant? Oui, si les préoccupations qu'il a soulevées ne trouvent pas très rapidement un écho favorable, il faut qu'il puisse aviser. Quand vous l'avez entendu tout de suite, quelle fut votre réaction? Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez quand même une grande surprise. Et on peut dire qu'il faut être le président Adrien Mbedi pour pouvoir quand même se donner cette liberté d'exprimer des propos aussi controversés à l'intérieur d'une équipe qu'on a contribué à bâtir, où on a des responsables positionnés à tous les niveaux, on est membre du gouvernement, on a des postes clés au niveau de l'appareil législatif, mais on n'est pas d'accord de façon notoire sur des questions aussi sensibles. Bon, il faut être maître Mbedi pour porter ça. Alors, vous êtes un acteur politique, vous incarnez une certaine jeunesse, votre formation politique également est beaucoup plus orientée vers la jeunesse, vers les femmes et bien d'autres. Voir ces figures politiques revenir au devant de la scène, est-ce qu'ils ne viennent pas vous disputer un peu la place? Non, pas du tout. Je considère qu'on a besoin d'eux pour continuer par nous éclairer. Parce que, comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Nous n'allons pas développer un sentiment iconoclaste à vouloir enterrer. Nous, en tout cas au Mouvement populaire de libération, nous ne partageons pas cette idée que certains émettent. On ne va pas enterrer les vieux avant de vivre ou bien avant de faire ce que nous avons à faire. Mais nous allons souhaiter simplement que davantage ils nous montrent le vrai chemin, le droit chemin. On a besoin de leur expérience, on a besoin de tout ce qu'ils ont accumulé durant leur parcours politique et professionnel pour mieux bâtir la nation de demain, pour mieux bâtir le Bénin de nos rêves, le Bénin que nous souhaitons, un Bénin du plein emploi, du plein essor, où la jeunesse trouve à faire, où les opérateurs économiques sont libres, où désormais les marchés ne seront pas, les marchés publics ne seront pas concentrés aux mains de seulement ceux qui sont au pouvoir. Nous avons besoin de ça, de leur expérience pour réaliser ce Bénin-là. Mais donc on ne va pas les tuer avant de le faire. On va souhaiter simplement qu'ils restent dans la posture de la défense de l'intérêt général, qu'ils ne défendent pas seulement les intérêts de groupe. Vous voyez, je ne vais pas appartenir à un régime, bien à un gouvernement, et ne pas essayer de faire prévaloir les idées fortes qui m'animent. Si, comme vous le dites, c'est le cas de Mbedi en ce moment, si il estime que la démocratie, telle que le PRD l'avait conçu, le conçoit, n'est pas ce que cette équipe est en train de mettre en œuvre. Je pense que, bon, il doit tirer les leçons. On doit tirer les leçons. Il y a des leçons à tirer.
Et vous en tirez, puisque vous êtes un acteur politique. Oui, oui, bon, nous aussi à notre niveau on en tire. D'accord, vous savez, nous sommes en toute franchise. En toute franchise, il y a souvent une question qui fâche, qu'on pose. Je ne sais pas si c'est une question qui va vous fâcher. Non, non, rien ne nous fâche. Quand on parle du MPL, du Mouvement populaire de libération, ces deux grandes figures, ou bien beaucoup de figures, Sabissira Korogone, qu'est-il devenu? Non, c'est sûr que c'est un citoyen qui est dans la vie, qui continue sa vie. Il n'est plus dans nos rangs. Donc nous, on ne s'occupe pas des gens qui ne sont pas avec nous. Et donc vous n'échangez plus? Vous n'avez plus jamais eu de contact avec lui? Non, non, nous n'avons pas pour vocation de nous occuper des gens qui ne respectent pas la ligne du parti, ni qui développent comment je vais dire, des comportements antisociaux ou je vais dire subversifs. Non. Et nous apprenons qu'il revient dans l'arène politique avec un groupe politique, une formation politique. Est-ce que vous ne craignez pas que son parti vienne vous ravir la vedette? Non, pas du tout. Alors, nous allons lui souhaiter beaucoup de chance pour qu'il puisse réussir ce qu'il a à entreprendre. Alors, une autre question. Oui. Que pense le MPL des sorties actuelles du chef de l'État, de la tournée nationale annoncée à partir d'avril prochain? Ben, écoutez, c'est son droit de sortir autant qu'il le souhaite, tant que ça lui dit. C'est bien qu'il sorte et qu'il échange avec ses populations. Il écoutera ceux qui voudront bien lui exprimer ce qu'il pense réellement. Ce sera l'occasion pour lui d'écouter le retour de ses concitoyens par rapport à sa gouvernance. Et puis, certainement, c'est l'occasion également de dire ses au revoir peut-être à ses concitoyens. Alors, en 2020, 2021, fin 2020, début 2021, il avait parcouru les 77 communes du Bénin. Beaucoup avaient considéré ça comme étant une campagne électorale précoce. Cette fois-ci, comment, à votre niveau, vous l'analysez? Non, veut-il aller en campagne pour préparer son dauphin ou bien le successeur? Non, je ne pense pas. Il est suffisamment avisé pour ne pas dire qu'il veut faire une campagne pour un dauphin. Non, je ne pense pas que ce soit ça. L'objectif doit être ailleurs. Parce que si c'est lui qui choisit, c'est lui qui indique un dauphin, bon, je pense qu'il a déjà la réponse que le peuple donnera à ce choix. Et ça vous réjouit? Non, pas du tout. C'est le combat politique. Et voilà, c'est le jeu politique pour qui est vous, ainsi quelle fait. est la réponse que le peuple lui donnera? Non, il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Vous la connaissez aussi, cette réponse? Oui. Partagez-nous. Je connais. C'est ce que le peuple entier, le bas peuple dit en ce moment. Il y aura immanquablement alternance à la tête de l'État. Voilà. Donc, je pense que... Et cette alternance, bon... c'est de bonne guerre que l'équipe en place veuille se faire remplacer encore par elle-même en 2026, mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il y avait un conseil à donner aux acteurs politiques? C'est de mettre le Bénin à l'avant, de considérer aujourd'hui la grande souffrance de la majorité de ce peuple qui reste silencieuse, mais qui souffre je vais dire, nous tous, acteurs politiques, de ce que nous faisons de notre pays. Donc, qu'ensemble, on puisse reconsidérer nos attitudes envers ce peuple, mettre ses intérêts en avant, un peu moins nos intérêts personnels, et comme ça, je pense que le pays s'en portera mieux. D'accord. Dernière question. Au lendemain des législatives, de la présidentielle et des communales, que rêvez-vous de voir de votre parti? Oui, oui. MPL. Et ça, nous pèserons de tout notre poids là-dessus. Nous voudrons voir un pays plus apaisé, plus calme, où tous les enfants du pays, ceux qui sont dehors, rentrent, ceux qui sont dans les geôles des prisons sortent, et que on puisse continuer par construire le pays, mais dans la paix, qu'il y ait une vraie décrispation, et que tous les fils du pays, une grande réconciliation nationale, et que, bon, voilà, les jeunes, la majorité des jeunes aujourd'hui, en quête d'emploi, de subsistance, puissent vraiment se retrouver.
c'est notre vœu le plus cher au MPL et je pense qu'on le réalisera. À un moment donné, on parle d'accord de gouvernance. Est-ce que vous êtes partant quand l'occasion se présentera et avec qui vous irez? Le responsable du parti, du moins le directoire du parti décidera. Et comme je vous l'ai dit, nous jouerons un rôle majeur dans l'avènement de la nouvelle équipe qui va s'installer. Et donc, forcément, nous irons avec des accords, avec des groupes donnés. Expérience TV, merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président du mouvement populaire de Libération. Vous étiez donc notre invité en toute franchise sur le Grand Rendez-vous. Merci. Merci Christian. Merci bien. Et merci à tous de votre attention. C'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, faites-nous savoir. Au revoir.